chers collègues, chers tous. Tout d'abord, je souhaite remercier les organisateurs, Benoît Sefcik en particulier, et puis aussi ma doyenne, Isabelle Lafont, pour l'invitation. Alors, je tâcherai de répondre à la question pourquoi est-ce qu'on invite un allergologue à parler de santé environnementale. Et avant de couvrir cette question, je voudrais rappeler ce qu'est la santé environnementale. Donc, la santé environnementale, en fait, c'est un champ interdisciplinaire qui regroupe de nombreuses disciplines et qui s'adresse aux interactions entre la santé humaine et l'environnement. En pratique, en fait, il s'adresse aux déterminants. Et il ne s'agit pas d'un concept récent. Hein. Si vous lisez le traité R.O. d'Hippocrate en 400 avant Jésus-Christ, il disait déjà que pour approfondir la médecine, il faut d'abord considérer les saisons, connaître la qualité de l'eau, des vents, étudier les divers états du sol et le mode de vie des habitants. Nous y sommes. Et cette publication du Lancet qui nous disait que le démantèlement du génome humain à 3 milliards de dollars, c'est magnifique, mais ça n'explique qu'une toute petite partie des maladies. C'est bien 70 à 90% des maladies qui sont dues à ces interactions gènes-environnement. Alors, ce domaine, en fait, est très complexe. Quand je m'y suis intéressé, j'ai été beaucoup perturbé par tous les concepts qui tournent autour de la santé environnementale. Alors, je ne vais pas les reprendre les uns après les autres, mais ça va du One Health, une seule santé, jusqu'à l'éco-anxiété ou l'éco-inquiétude. Ça passe par les empreintes et les bilans carbone et eau, par la transition écologique, l'éco-développement, l'éco-responsabilité des entreprises et des directeurs d'établissements que vous êtes, pour certains. Ça passe aussi par l'exposome. L'exposome, les fameux 1000 premiers jours entre la conception et la mort, tout ce qui nous rentre en contact avec nous de l'intérieur et de l'extérieur détermine si on va être malade ou bien portant. Ça inclut aussi les notions de vulnérabilité environnementale qui vont au-delà des inégalités sociales. Et puis ça inclut la notion de territoire, puisque c'est vraiment au sein du territoire, tout près des citoyens, que les actions peuvent être menées, même si les directives doivent être nationales, c'est au sein du territoire qu'on va être efficace. Alors, pourquoi faire parler un allergologue ? Alors peut-être parce que je suis en train de créer un DU de formation en santé environnementale pour les soins primaires, qui est dédié aux coordonnateurs de maisons de santé pluriprofessionnelles et CPTS. L'idée est de ne pas leur donner les connaissances. On considère que les connaissances, elles sont acquises et elles sont extrêmement déprimantes, mais plutôt leur donner les compétences, comment mettre en place dans mon territoire une action de santé publique ou pluriprofessionnelle qui aura du sens pour moi, pour les citoyens dont je m'occupe. Ce n'est pas la seule raison. En fait, on sait et on observe depuis 30 ans que les maladies allergiques sont les premières maladies qui explosent dans une société qui se développe et qui sort des maladies périnatales et des grandes pandémies infectieuses. C'est la première chose qu'on voit, en fait. Quand vous allez en Afrique subsaharienne, les maladies allergiques, l'asthme, sont les premières maladies qui sortent. L'OMS nous dit que 50% de la population mondiale sera allergique en 2050. Donc il y a un besoin de santé publique. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut soutenir l'allergologie. Je suis là pour dire que c'est en fait un marqueur de maladies chroniques qui nous fait revoir ces interactions santé-environnement. Alors régulièrement, on a dans les journaux, Le Monde, pourquoi sommes-nous tous de plus en plus allergiques ? Ou alors cette famille qui va pleurer au Parlement anglais de leur sœur qui est décédée d'allergie alimentaire. Donc ce schéma que vous avez peut-être vu dans le New England il y a quelques décennies par le professeur Jean-François Bach, il notait l'explosion de l'asthme à partir des années 80. Il y a un vrai changement entre les personnes qui sont nées avant et les personnes qui sont nées après les années 80, et que cette augmentation de maladies auto-inflammatoires, auto-immunes, allergiques inclus, en fait, tout va ensemble. Et donc, les allergies sont en fait un vrai modèle d'interaction gène-environnement. Et par exemple, en bas à droite, c'est une très grande cohorte de nouveau-nés, ils sont adultes actuellement, en Allemagne, où l'on peut voir de gauche à droite
que les gens sont de plus en plus allergiques en fonction du taux d'allergène, ici le chat, dans le domicile, et les courbes bleues et jaunes se séparent, bleu et rouge. Le rouge, ils n'ont pas d'antécédents familiaux, donc il n'y a pas de génétique, et le bleu, il y a de la génétique. Donc c'est ça, les interactions gène-environnement. Mais ça ne suffit pas. On ne va pas expliquer les maladies allergiques avec ça, puisqu'il y a plus de 200 traits génétiques liés à ces maladies-là. Il y a aussi les infections qui interviennent. Il y a des infections, en fait, de façon inattendue, qui vont augmenter les allergies et d'autres qui vont les protéger. En bas à droite, dans cette vignette, dans cet article du Lancet, en fait, ils sont allés voir le nombre de personnes allergiques dans un village qui a été décimé par la rougeole, maladie qu'on n'est pas censé voir dans nos pays. Et vous voyez, la barre, c'est la norme, et tout ce qui est en dessous de la barre, c'est une réduction. Donc en fait, tous les survivants de la rougeole sont moins allergiques que les autres. Ce qui montre, ce qui a été démontré largement depuis dans de nombreuses cohortes, que les infections oropharyngènes sont orodigestives, à transmission orodigestive, comme hémophilus, comme l'hépatite A par exemple, ou ici la rougeole, sont en fait protectrices des allergies. Et donc, on parle de retour à la nature. On sait que quand on a des animaux très tôt dans la vie, on va devenir moins allergique que quand on n'a pas d'animaux. Et tout ça, en fait, met en avant la perte de la biodiversité. Dans la petite vignette en bas à droite, en fait, ce sont des marqueurs internationaux de biodiversité depuis les années 70 jusqu'aux années 2010. C'est facile à voir, tout chute. Donc, en fait, c'est la perte d'espèces. Il y a plus de 3000 espèces d'oiseaux qui ont disparu. Et là, ce sont des marqueurs principalement d'oiseaux, d'ailleurs, au passage. Et c'est quelque chose que des équipes finlandaises suivent de très près. Et je vais y revenir. Donc, ces équipes finlandaises, comme d'autres en Allemagne ou à la reconstruction de l'Europe, après la chute du mur de Berlin, elles ont noté, en allant analyser ici ce que vous voyez en rose, qui est la Carélie russe, et ce que vous voyez en orange, qui est la Carélie finlandaise. En fait, avant la Seconde Guerre mondiale, la Carélie était finlandaise, et comme vous le savez, la Finlande était du côté de l'Allemagne. Donc, comme prix de guerre, la Russie leur a pris les 4/5 de la Carélie. Donc, en fait, c'est un très bon terrain de recherche où des chercheurs finlandais, et particulièrement le professeur Tarja Atela, est allé avec des données satellitaires, avec des données de microbiote cutané, avec des données d'acteurs de terrain, d'anthropologues de terrain et de chercheurs de terrain qui allaient noter toute la diversité de plantes, d'arbres, agricoles, le nombre de maisons, et aussi le microbiote cutané de 118 adolescents en Carélie russe et en Carélie finlandaise, qui sont séparés à peine de 150 km chacun et qui ont toujours vécu dans cette région-là, a priori avec un patrimoine génétique identique. Alors c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut voir, c'est que sur la partie gauche, c'est qu'en fait, les deux courbes ne sont pas parallèles, ni à gauche ni à droite. Ça veut simplement dire que la biodiversité a chuté en Finlande et pas en Carélie russe. Et le nombre de bactéries, le type de bactéries du microbiote cutané a complètement changé. Vous voyez que les courbes ne sont pas parallèles sur la partie droite. Et il n'y a aucune raison pour cela. Et la raison, on pense que c'est l'inflammation qui est due à cet environnement changeant. Et voici un terrain de recherche avec des recherches génétiques pour essayer de trouver d'autres facteurs. Enfin, le dernier facteur, c'est la pollution. On sait très bien que fumer multiplie par 2 à 3 le risque d'être asthmatique. On en parle rarement, on parle de maladies cardiovasculaires et on parle de cancer avec le tabac, mais nous aussi, en pneumologie, on parle d'asthme. L'utilisation de produits d'entretien multiplie par 2 le risque d'être asthmatique, on le sait. C'était même une maladie professionnelle pour les techniciens de surface. En fait, dans la vignette en bas à droite, c'est une analyse qui a recherché le nombre de produits chimiques qu'on a autour de nous. 350 000 produits chimiques différents autour de nous, dont 70 000 sont protégés par le secret industriel, on ne connaît même pas leur nom. Sur ces 350 000, il y en a 70 000 qui ont été analysés en termes de toxicologie, et tout seul, sur des modèles animaux ou cellulaires, aucune analyse d'effet cocktail, on ne sait pas ce qu'ils font ensemble, et bien sûr, on ne sait pas ce qu'ils font chez l'homme. Donc en fait, comprendre et réagir, c'est peut-être en 3/4 de ma présentation. L'ambition 2040, je pense qu'il faut résister à l'inco-anxiété, il faut bouger.
il faut former la jeune génération, il faut soutenir la recherche en exposomique, et en effet, elle passe par des cohortes qu'on va recruter dans les hôpitaux. Et parmi nos collègues de médecine libérale, il faut soutenir la recherche en omics, et puis comprendre les parcours et les inégalités de soins pour pouvoir prévenir. Mais il faut organiser nos structures de soins en conséquence, primaire, secondaire, tertiaire, et clairement soutenir l'engagement des pouvoirs publics et des actions citoyennes. Et c'est l'exemple que je voudrais vous donner pour conclure, c'est l'exemple, encore une fois, de la Finlande. Depuis plus de 40 ans, Tarja Hatela a incité les pouvoirs publics pour des plans nationaux. Alors, vous allez me dire, oui, la Finlande, c'est moins d'habitants que l'Occitanie où j'habite. C'est 5,6 millions d'habitants, mais c'est 5 fois plus grand que l'Occitanie où j'habite. Mais ils ont été capables de le faire. Ils ont mis en place des programmes nationaux. Ils ont commencé par le programme asthme, comme nous avons eu en France un programme asthme, à peu près à la même époque d'ailleurs, entre 1994 et 2004, où ils ont proposé, le ministère de la Santé a fourni 600 000 €, mais ils ont proposé des diagnostics précoces, l'utilisation de corticostéroïdes inhalés précoces, dès le diagnostic d'asthme, même s'il n'y avait pas de symptômes, une formation et une éducation de tous les hôpitaux universitaires et tous les hôpitaux non universitaires et toutes les pharmacies de Finlande. La totalité, 100%. Qu'est-ce qu'ils ont observé en faisant un bilan récemment dans un éditorial d'une revue? Ils ont observé qu'en fait, ils ont économisé 500 millions d'euros pour un investissement de 600 000. Et donc, on voit les deux courbes du bas. On voit la diminution de la mortalité par asthme et la diminution des hospitalisations par asthme. On hospitalise très peu les asthmatiques actuellement. Vous voyez la courbe du entre, c'est le coût des médicaments. Ils ont réussi, malgré la courbe au-dessus, qui est le nombre d'asthmatiques qui n'arrête pas d'augmenter depuis les années 80, ils ont réussi à stabiliser les coûts et de facto faire cette économie de 500 millions d'euros. Mais ils n'ont pas pu arrêter la croissance de l'asthme. Ils se sont dit, mais alors on n'agit pas sur la cause. Et Tarja Hatela est allergologue, donc il s'est dit, la cause c'est peut-être les maladies allergiques, et donc il a négocié un nouveau 800 000 €, pour faire un diagnostic précoce. Dès la naissance, ils font des diagnostics d'allergie, ils mettent en place très rapidement l'immunothérapie allergénique, au-delà des AMM, ils se moquent des AMM, ils font des prescriptions très précoces, ils forment, ils éduquent le même réseau, ils mettent en place des promotions de l'hygiène, de l'activité, de l'exercice, des liens avec la nature, et dans un bilan à 10 ans, ils ont noté qu'ils ont économisé 1,2 milliard d'euros pour un investissement de 800 000 €. Mais ce qu'ils ont observé, c'est qu'en fait, non seulement ils ont diminué l'incidence de l'asthme, mais aussi ils ont diminué l'incidence d'autres maladies chroniques, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires. Et donc, avec ici, vous voyez les coûts directs à gauche, les coûts indirects à droite. Alors, dans les coûts directs, l'asthme coûte toujours plus cher que les allergies. Mais vous voyez que dans les coûts indirects, complètement à droite, les allergies qui sont totalement négligées dans notre pays. Pourquoi? Parce que le nez qui coule, la peau qui gratte, tout le monde s'en moque. Et pourtant, c'est un tiers de la population. Et donc, c'est comme le prix du pain. Vous augmentez de 10 cm et vous gagnez des milliards. Et bien là, la population étant tellement importante que le coût indirect des maladies allergiques non asthmatiques est 3 fois supérieur à celui de l'asthme. Eh bien, en voyant cette amélioration des autres maladies chroniques, ils ont étendu, dans un programme 22-32, à l'obésité, au diabète, à la dépression, avec des déterminants communs que sont être plus proche de la nature, mettre en place dès l'école des programmes d'exercice, mettre en place dès l'école une nourriture locale avec un commerce circulaire avec des choses qui les chercheurs savent que c'est des bons anti-inflammatoires ou des bons produits, et nous verrons plus tard si ce programme va également permettre de réduire d'autres maladies chroniques. Alors les mots-clés, maintenant qu'on sait que c'est les changements de l'environnement qui vont induire cette micro-inflammation et la plupart des maladies chroniques, c'est en fait mieux comprendre comment ça s'articule. Mais je pense qu'on en sait suffisamment aujourd'hui pour agir avec en haut de la pyramide les maladies allergiques et l'asthme, celle qui a fait que des programmes comme celui finlandais au niveau national sont en place, mais aussi toutes les autres maladies auto-inflammatoires
auto-immunes, cardiovasculaires et neurologiques avec des déterminants communs. Je vous remercie.